Bonsoir. Une fois de plus, vous écoutez l'heure du temps. Je suis Jimmy Bernier. Eh bien, les amis, cette soirée va être éclairante. Je peux vous dire de façon certaine. Ok, les amis, assurez-vous que vous êtes dans un fauteuil, vous êtes à l'aise, que vous avez l'esprit ouvert, vous avez un bloc de papier et un crayon à vos côtés, parce que nous allons répandre un peu de lumière dans certains recoins sombres. Les visiteurs à New York City qui s'aventurent dans le grand bâtiment connu sous le nom des Nations Unies sont surpris de trouver qu'il y a une salle de méditation. La salle de méditation, mesdames et messieurs, est de 30 pieds de long, 18 pieds de large à l'entrée, qui fait face au nord-nord-est, et 9 pieds de large à l'autre extrémité. Elle est par conséquent cunéiforme. Sa seule entrée est par deux portes vitrées à carreaux teintés, en dehors de laquelle se trouve un garde des Nations Unies. À l'intérieur de la salle se trouve un autre garde. Une fois passé les portes, le visiteur se trouve dans un couloir sombre qui mène vers la gauche. La transition nette du monde de la lumière à l'obscurité extrême force un sentiment de brusque retrait du monde extérieur sur les sens du visiteur qui se promène le long du corridor, atteint l'entrée voûtée intérieure, tourne à droite puis regarde dans la salle. La chambre est très faiblement éclairée. La seule source de lumière à première vue est celle qui se reflète carrément de la surface supérieure brillante de l'autel couvent, sombre au centre de la pièce. Un objectif encastré dans le plafond concentre un faisceau de lumière sur l'autel d'un point au-dessus et juste derrière son bord le plus éloigné. Des lignes fines de lumière bleutée contournent les bords de l'ombre projetée par l'autel. Les propriétés acoustiques de la pièce sont uniques. Les bords du matériau de rembourrage derrière les panneaux sur les murs peuvent être détectés au niveau du plafond. Cela absorbe le son, comme le fait le tapis bleu suédois tissé qui recouvre le plancher du couloir à l'arrière de la salle. La chambre est aussi calme qu'une tombe souterraine. Ses planchers pavés de dalles d'ardoise bleu-grise fixées selon un motif aléatoire. Sur le bord du tapis sont deux rampes très basses s'étendant sur des murs
sur les murs est et ouest de la salle. L'espace central entre les rampes est environ 6 pieds de largeur. À droite de l'entrée intérieure sont 10 bancs en osier bas disposés en 2 rangées de 3 et une ligne arrière de 4 contre le mur du couloir. Les tentatives faites par les visiteurs pour passer les rampes sont découragées par les gardes. La peinture murale est une fresque qui a été peinte à l'origine sur plâtre humide, une section à la fois, par l'artiste à l'aide d'un expert dans ce travail apporté de l'Europe. Elle est installée dans un étroit panneau à ossature métallique projeté du mur, derrière lequel est un espace fermé environ 6 pouces de profondeur qui a sa propre source de lumière. Un petit projecteur carré situé à proximité contre la base avant de l'autel projette un faisceau de lumière diffuse d'une ouverture encastrée sur la surface de la peinture murale. Il y a aussi 10 lumières cachées, 5 de chaque côté de la salle, derrière les bords supérieurs d'un mince plafond suspendu qui s'étend au-dessus de la salle à partir du dessus de la peinture murale. L'espace de 18 pouces entre les deux plafonds contient les dispositifs de commande de la lumière. Le plafond inférieur est cunéiforme et séparé des 3 parois de la salle interne par un espace d'1 pied de large. Ainsi, la salle semble être beaucoup plus longue qu'elle ne l'est vraiment en raison des nombreuses lignes convergentes menant à l'extrémité droite, dont les angles sont arrondis de chaque côté de la peinture murale. L'autel est de 4 pieds de haut et repose sur 2 traverses étroites. Il s'agit d'un bloc gris foncé de minerai de fer cristallin d'une mine suédoise et pèse 6 tonnes et demie. Le gouvernement suédois a présenté ce bloc de minerai de fer, le plus grand de son genre jamais extrait, aux Nations Unies au début de 1957. Le bloc repose sur un pilier en béton qui descend directement à la roche-mère. La zone et le passage sous la salle sont fermés au public. Le gros morceau de minerai a été décrit comme un aimant ou de la magnétite qui est fortement magnétique et qui possède une polarité. Dans le nord de la Suède sont ce que pourraient être les plus grands gisements de magnétite dans le monde, soupçonnés d'avoir été formés par la ségrégation dans le magma. Le magma est le terme pour les matières en fusion contenues en solution sous la pression de la croûte terrestre. La fresque murale a été décrite dans la Revue des Nations Unies de janvier 1958, ayant été conçue, je cite, pour se conformer à la pureté des lignes et de la couleur recherchée, pour ce que le secrétaire général Dag Hammarskjöld a appelé une salle de silence. Fin de la citation. Elle a été peinte principalement dans des tons de gris et de bleu, mais comporte des motifs jaunes et blancs et une demi-sphère noire. Des couleurs pures légères se croisent pour former des nuances profondes. Le New York Times a décrit la fresque comme étant 8 pieds 8 pouces de hauteur et 6 pieds 8 pouces de largeur, plus illuminée au sommet qu'à la base. Bo Beskow, un vieil ami de Dag Hammarskjöld, a peint la fresque. Je cite, « Dag m'a fait commencer des croquis sur cela l'été dernier, dit-il. Il voulait que je fasse le travail réel ici, dans la salle, donc je suis ici depuis octobre, le 6 1957. » Fin de la citation. La murale a été vue pour la première fois, mesdames et messieurs, le 11 novembre 1957. Pendant la période de la rénovation, des gardes étaient sur place pendant la journée pour tenir à l'écart les curieux, et la nuit, la chambre était verrouillée avec une chaîne et un cadenas. L'artiste a dit de son travail, je cite, « Il n'a pas de titre, et vous pouvez en faire ce que vous voulez. » Fin de la citation. Il a expliqué que les motifs géométriques dans la peinture murale répétaient les proportions de la pièce et celles du point focal de la pièce de minerai de fer. Il a également déclaré qu'il avait l'intention de donner une sensation d'espace avec l'image. L'article de la Revue des Nations Unies a déclaré que, je cite, « Il a cherché à ouvrir la salle de sorte que l'œil peut voyager dans la distance quand il frappe le mur.
Pour donner un léger mouvement vers le haut, dit-il, il a conçu des cercles sinueux et une ligne diagonale en spirale qui pourrait être comparée à un accord musical vibrant. Comme un lieu de repos pour les yeux du spectateur, il a fourni un point noir au milieu des couleurs claires, un demi-cercle où toutes les lignes de la fresque et la salle convergent. Fin de la citation. Dans le récit du New Yorker cité plus haut, Besco a été cité comme disant, je cite, « Ma fresque ne contient pas de symbole intentionnel, mais j'ai entendu des gens dire que le cercle noir et bleu pâle sur la partie supérieure centrale du tableau représente le cosmos. Tout ce que je cherchais sérieusement à faire était d'ouvrir le mur afin de permettre à l'œil de voyager plus loin et d'ouvrir l'esprit, provoquant la méditation, mais non pas la dirigeant. » Fin de la citation. Le mystique P.D. Ouspensky a écrit que dans, je cite, « l'art véritable, rien n'est accidentel, c'est mathématique. Tout dans cela peut être calculé, tout peut être connu à l'avance. L'artiste sait et comprend ce qu'il veut transmettre, et son travail ne peut pas produire une impression sur un homme et une autre impression sur l'autre, en supposant bien sûr qu'ils sont des gens à un même niveau. Dans le même temps, la même œuvre d'art produira des impressions différentes sur des personnes de différents niveaux. Et les gens de niveau inférieur ne pourront jamais recevoir de cela ce que les gens de niveau plus élevé reçoivent. C'est de l'art objectif véritable. Un travail d'art objectif affecte l'émotionnel et non pas seulement le côté intellectuel de l'homme. Fin de la citation. L'image de M. Besco est décrite comme non objective, mais sa composition reflète certes les dimensions de la pièce et le morceau de minerai de fer. Cela, mesdames et messieurs, implique les mathématiques. Il a dit de sa peinture murale, je cite, « Vous pouvez en faire ce que vous voulez. » Fin de la citation. Pourtant, il a certes cherché à créer un effet subjectif spécifique dans l'esprit du spectateur. Par conséquent, les remarques de M. Besco créent de la confusion plutôt que de la compréhension. Le dépliant disponible à ceux qui visitent la salle de méditation a été rédigé sous la direction de Dag Hammarskjöld lui-même. Sa description de la chambre est délibérément rédigée dans des termes abscons. Il contient des termes qui ont un sens pour l'ésotériquement enclin, mais non pour les non-initiés, ou ceux qui sont appelés les profanes. Ces termes seront expliqués, et ont, en fait, été expliqués au cours des segments de Babylone Mystère de l'heure du temps, mais pour ceux qui peut-être commencent tout juste à écouter cette émission, des moyens ésotériques, ce qui est caché et qui est gardé seulement pour les initiés, ceux qui ont étudié les mystères. Les profanes, mesdames et messieurs, c'est vous. Je m'exclus parce que pendant le processus de l'étude des mystères, je, avec une grande ironie, suis devenu illuminé. Et si vous continuez à écouter l'heure du temps, vous le serez aussi. La brochure se lit ainsi, je cite, « Nous avons tous en nous un centre d'immobilité entouré de silence. Des gens de diverses confessions se réuniront ici, et pour cette raison, aucun des symboles auxquels nous sommes habitués dans notre méditation pourrait être utilisé.